OMWC, le Mobile World Congress qui s'est tenu la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer un écosystème émergent venu remuer le secteur des télécoms. Cet écosystème, c'est autour du satellite, avec beaucoup d'ambition, des promesses sur le futur des services mobiles, mais c'est un marché évidemment encore très naissant. On va voir que le ticket d'entrée aussi est très élevé. Et puis on a surtout un acteur qui est un petit peu devant tout le monde. C'est notre sujet aujourd'hui à la une, cette révolution satellitaire dans les télécoms et en particulier les mobiles. Pour en parler, nous avons avec nous Guillaume Kempf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole français de Scalo Technologies, qui est un fournisseur mondial de services de connectivité non terrestre, basé en Californie. Donc vous orchestrez comme ça les liens entre les opérateurs satellites, les réseaux mobiles, les fabricants d'appareils pour offrir une couverture continue. C'est l'idée, hein. Vous ciblez vraiment les usages grand public autour du smartphone, mais aussi professionnels, industriels. Et aujourd'hui, vous avez déjà plus de 14 millions d'appareils qui sont connectés dans le monde et que vous opérez finalement. Oui, et ce sont à la fois des téléphones, mais aussi des montres connectées et des modules IoT professionnels dont vous parlez. Pour l'agriculture, l'automobile. Exactement. Et avec nous également, Jessie Asmar. Bonjour Jessie. Bonjour David. Vous êtes responsable, vous, de la Satellite Factory au sein d'Orange International Network. C'est-à-dire vous supervisez l'ensemble en fait, des activités satellites pour le groupe Orange. L'année dernière, l'opérateur a signé un partenariat avec Eutelsat. Mais alors là, c'était pour l'accès mobile à haut débit dans les zones isolées. Mais vous êtes aussi le premier opérateur européen à avoir signé un contrat avec Skylo, en l'occurrence, pour faire une offre de SMS par satellite. Donc ça permet de se localiser, d'envoyer des messages dans les situations où on n'a pas accès finalement au Wi-Fi ou au réseau mobile. Et il en reste encore. Et puis dernière actu, au Mobile World Congress, vous avez annoncé aussi vous associer avec AST Space Mobile et Satellite Connect Europe pour tester en Roumanie la technologie comme complément de couverture du réseau mobile. Donc là, ça veut dire que c'est plus seulement des messages, des SMS, mais aussi des appels vocaux et la data. Alors, d'abord, je voulais qu'on explique comment fonctionne cette technologie que vous appelez Direct to Cell, ou voilà, je ne sais pas comment vous l'appelez, Direct to Device, c'est-à-dire du satellite vers le smartphone. Comment ça fonctionne? Pouvez-vous m'expliquer ça, l'un et l'autre, en une phrase? Oui, aujourd'hui, pour que vous puissiez envoyer un message ou un appel depuis le téléphone, tout simplement, il doit se connecter à une antenne qui est sur un toit ou à quelques centaines de mètres. Quand on n'a pas cette couverture-là, avec le Direct to Device, l'antenne, elle devient dans l'espace et le téléphone doit communiquer avec cette antenne pour que le signal puisse après revenir sur Terre. Et comment on fait pour que ça fonctionne, ça? Alors, pour que cela fonctionne, on orchestre en fait vraiment la couche logicielle pour que tous les différents acteurs, toutes les briques finalement fonctionnent. Ce sont déjà les puces et les téléphones mobiles avec qui on doit travailler. Donc il faut un téléphone compatible. Un téléphone compatible, mais en fait cela c'est une progression. C'est les puces finalement, plutôt les puces que le téléphone lui-même qui doivent s'adapter. Et au fur et à mesure, en travaillant avec Qualcomm, Sony, Samsung, ça devient plus en plus courant. Par exemple, on a commencé avec Pixel 9 et 10. Et là, ça devient en milieu de gamme aussi. Donc Pixel 10A qui vient d'être annoncé est aussi maintenant compatible. Donc c'est une évolution finalement de ces téléphones. Vous parlez un petit peu franglais parce que en fait vous êtes en Californie toute l'année, donc merci d'être venu jusqu'à Paris pour le plateau de Smartech. Au Mobile World Congress, vous avez vraiment présenté votre vision autour de cette technologie en disant que ça va s'intégrer en fait dans le monde des télécommunications de la même façon que la fibre optique ou que la 5G. Exactement. Il ne s'agit plus en fait de penser que c'est une perte de couverture complète et où le satellite prend le relais. C'est vraiment une extension du réseau. Donc c'est pas juste pour des zones blanches, c'est pas juste en cas d'urgence. Vous pensez que ça va vraiment demain devenir à part entière une part du réseau? Oui, on est dans une logique qui a déjà bien aidé des gens, parce qu'on le voit tous les jours avec des SOS de secours, que ça aide des gens qui sont vraiment dans des vraies zones blanches. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une coupure de réseau, puis une connexion au réseau satellitaire. Oui. Alors que dans le futur, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de coupure du tout. C'est que pour une personne qui passe un appel téléphonique, dehors, il y a une perte du signal C'est-à-dire quand on capte moins bien, en traversant certaines zones, y compris dans les grandes surchargées. Ouais. Ah oui. Que ce soit juste une zone très surchargée au niveau du réseau, il peut que la bascule se fasse finalement sur le réseau satellitaire. Comme une bascule qui existe aujourd'hui de manière transparente entre le réseau mobile et le Wi-Fi, par exemple. Exactement. Mais aujourd'hui, ça reste des cas d'usage très spécifiques quand même, l'utilisation des connexions satellitaires.
Déjà, les connexions satellitaires, c'est pas nouveau. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobile. On utilise, nous, déjà, le satellite, et on est actif sur le domaine depuis plus de 60 ans. On l'utilise comme un complément de notre couverture. Vous avez parlé tout à l'heure de notre accord avec Eutelsat, par exemple. D'ailleurs, en France et dans plusieurs pays, on utilise le satellite pour avoir de l'Internet haut débit à la maison. Donc, ça vous apporte l'Internet haut débit, la télévision aussi, pourquoi pas. En France, depuis plusieurs années maintenant, avec notre filiale Nordnet, pour que ça fonctionne, il suffit de mettre une antenne sur le toit, par exemple, à l'extérieur, et on a l'Internet haut débit. C'est vrai que ce qui est nouveau aujourd'hui, ce qui arrive, cette révolution, c'est que, en fait, ça arrive sur notre mobile. Absolument. Et par contre, c'est en complément de nos réseaux. Donc nous, on le voit vraiment en complément de couverture, sachant qu'on a des réseaux terrestres, que ce soit la fibre ou le mobile 5G qui est très fort. Voilà, ça, en complément. Pour deux raisons. Soit dans les zones où il n'y a vraiment pas du tout de couverture, soit aussi comme un réseau résilient. Donc, si jamais il y a des coupures, et on sait qu'il y en a maintenant avec les événements climatiques, les événements géopolitiques, ou de cybersécurité, ça vient compléter, assurer cette résilience de nos réseaux terrestres. Ok. Alors, je disais que vous étiez partenaire, mais pas seulement, en fait. Du côté de Skylo, par exemple, vous avez aussi signé avec d'autres opérateurs. Ils ont tous les mêmes besoins. Enfin, je veux dire, tout le monde se retrouve sur ce qu'on va faire demain avec ces connexions satellitaires sur les mobiles. C'est ça qui est justement intéressant. Et on travaille beaucoup sur les standards. Et on travaille notamment avec le consortium 3GPP. Et en discutant avec les différents acteurs en amont, constructeurs, mais aussi avec les opérateurs, les problématiques finalement se retrouvent et convergent. Nous, on est vraiment un fournisseur finalement de cette connectivité. Les opérateurs restent en contact et en contrôle de leur offre finale à leurs consommateurs. Et c'est cela en fait que nous. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Je repose ma question parce que je voulais poser aussi à Jessie, je la pose aussi à vous, Guillaume. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques en fonction des opérateurs, de leurs problématiques à un moment ou sur un marché donné, où là le satellite vraiment s'impose comme la solution pertinente? Il y a plusieurs. Donc quand on regarde au niveau mondial. Il y a quand même quelques problématiques. Il y a un problème parfois, des zones blanches sont quand même assez différentes. Aux États-Unis, on parle de 40% du marché de la couverture géographique qui n'est pas couverte, par exemple. La France, finalement, beaucoup moindre en termes de zones blanches. Oui. Mais ce problème de résilience, par contre, vient en sujet. D'autres zones qui sont moins connectées de base aussi. Et l'industrie, vous parliez de l'industrie. Est-ce qu'il y a des besoins dans l'agriculture, pour les voitures autonomes? Alors, les voitures est un axe très... il y a trois choses, et à la fois donc l'industrie avec les objets connectés qui doivent être tout le temps en relation pour donner des informations finalement à la gestion des réseaux. Par exemple, le réseau, par exemple, vous parlez d'agriculture, donc c'est un grand sujet pour comprendre où se trouve finalement le bétail, par exemple, quand ils sont dans la nature. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est les voitures connectées, mais pas seulement autonomes, mais aussi en général, le cas d'usage finalement des secours est très lié aux voitures, des personnes en panne, des personnes qui sont sous le verglas. Et donc, du coup, la voiture connectée a un très fort potentiel. Et enfin, les objets connectés plus IA, puisque pour cela, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait toujours un contexte continu. Et cette perte de contexte peut être très, très dommageable. Donc, on voit ces sujets émerger et encore une fois être utilisés aujourd'hui, oui. On parlait des messages d'alerte, donc des SMS, avec là un test maintenant en Roumanie sur la voix et les données. Quelles sont les difficultés? Pourquoi c'est un test? Pourquoi c'est en Roumanie? Ça veut dire qu'on ne sait pas le faire comme ça d'un claquement de doigts pour l'instant. Oui, c'est vrai. Quelles sont les difficultés techniques aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une technologie qui est nouvelle. Donc, vous l'avez dit en intro, c'est émergent, c'est naissant. Donc là, aujourd'hui, typiquement, nous, on n'a pas que testé, on a lancé commercialement avec Skylo en France. Déjà pour les SMS. Pour les SMS. Déjà pour avoir lancé, ça passe par tout un process avant de s'assurer que, en fait, ça fonctionne bien, que l'écosystème de bout en bout, l'intégration dans notre cœur de réseau, l'intégration dans les téléphones, en fait, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on a annoncé, déjà, on regarde avec plusieurs partenaires, bien sûr, y compris Skylo, pour améliorer ce service pour nos clients, pas que les SMS, pas que les Google. Typiquement, le service qu'on va tester en Roumanie... les Google Pixel, vous voulez dire? Pas que sur les Google Pixel, pardon. Le service qu'on utilise en Roumanie, il faut d'abord qu'on s'assure que ça fonctionne de bout en bout, que ça ne dégrade pas notre couverture mobile actuelle.
terrestre, parce que encore une fois, c'est un complément, mais il ne faut pas qu'il vienne dégrader l'existant. D'accord. Et comme j'ai dit, l'architecture est complètement différente, donc il y a tout un travail d'intégration à faire avant, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et on a annoncé ce test. Il y a un problème en particulier, quoi, de latence, par exemple sur la voix, le temps que le message arrive et soit envoyé par le satellite? Non, pas forcément un problème de latence. C'est vraiment un sujet d'intégration de bout en bout. Parce que c'est pas les mêmes débits quand même. Alors non, pas du tout. D'accord. Entre la 5G, demain la 6G et le satellite, oui. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et j'en profite pour préciser qu'en fait, c'est pas une technologie qui viendra remplacer le réseau 4G, 5G, pas du tout. Ça vient vraiment juste pour compléter, pour avoir le 100%. Aujourd'hui en France, on couvre plus de 99, quelque chose de nos clients. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir maintenant 100% du territoire qui est couvert. Mais dans ces pourcentages qui sont pas couverts, qui seront adressés par le satellite, c'est pas le très gros débit qu'aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel de la technologie, on peut avoir. Mais c'est vraiment des SMS, de la voix, de la data, un peu la 3G ou le début de la 4G, on va dire, si on peut arriver à faire ça. D'accord. Ça, vous confirmez qu'aujourd'hui, on est encore en phase de test pour vérifier si toute la chaîne fonctionne, parce que c'est pas si évident? Alors, même quand on sait qu'on a le téléphone compatible, que l'opérateur a mis ça dans son cœur de réseau et que le satellite il est bien identifié. Oui, alors nous on est en phase opérationnelle, donc on n'est plus en phase de test là, sur le niveau en tout cas des messages. On est déjà intégré, on a plus de 15 millions d'appareils déjà connectés. Et par contre, on est en phase de test plutôt sur l'évolution des nouveaux services. Donc là, on a un message, mais la voix, par exemple, on sait faire, par exemple. Oui. Il est possible d'envoyer. Alors après, comme vous le disiez, ce n'est pas une question forcément de la même qualité que la 5G forcément, mais on s'assure bien en faisant des tests que c'est satisfaisant. C'est-à-dire que si vous n'avez vraiment pas d'autre solution, ou si le réseau terrestre n'était pas disponible à un moment, est-ce que la latence, peut-être d'une seconde ou deux, est vraiment problématique? Est-ce que la perte de qualité est vraiment problématique? Et la réponse est non. En fait, les tests nous montrent que c'est possible, et c'est à ça qu'on travaille pour la prochaine étape. Et vous parlez de ciel standardisé, de standardisation. Oui. J'ai entendu ça au Mobile World Congress, mais pour l'instant, chacun avance ses pions. On a plein d'acteurs sur le marché, avec chacun ses solutions. Il n'y a pas de standard, véritablement. Enfin, effectivement. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, et c'est normal. D'ailleurs, dans les autres réseaux, il y a aussi plusieurs acteurs. Ouais. Il y a un organisme qui permet de standardiser l'ensemble de ces démarches-là, qui arrive vers... aujourd'hui, vous travaillez sur ce qu'on appelle la NB-IoT, sans entrer dans le détail technique, mais qui va converger vers la 5G, enfin, vers la 5G non radio, enfin, des standards qui permettent justement à tous ces acteurs-là de parler. Et c'est un peu ce qui a permis aussi d'avoir cette émergence. C'est le fait que le satellite, qui a été historiquement sur des non-standards, converge vers des architectures plus standardisées. Et c'est une fois ça converge vers ces architectures-là plus standardisées que l'ensemble de l'écosystème peut suivre et qu'on pourra avoir ça à l'échelle. Et aujourd'hui, celui qui impose son standard, c'est pas Starlink? Non, c'est des organismes de standardisation mondiaux. Non, mais je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on a quand même un acteur qui est loin devant, qui a de multiples avantages pour lui. Non seulement il est déjà bien installé dans le ciel, mais en plus, il fabrique ses satellites, il fabrique ses lanceurs de satellites. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de rivaliser, de construire un marché qui ne soit pas autour, finalement, de Starlink? Vous parliez en introduction de coûts élevés d'entrée. Et c'est là où, justement, le standard rentre en compte, en fait. C'est-à-dire que plus c'est propriétaire, plus il y aura des barrières d'entrée. Et ce qu'on entend des acteurs, donc on parlait des opérateurs, des besoins, il y a ce besoin d'interopérabilité. Et ce que on pense vraiment, c'est que ce n'est pas une question de plus haut débit qui va gagner la course avec le plus haut débit et la meilleure des qualités, même si évidemment c'est une considération. C'est aussi est-ce que l'expérience finalement du client, l'expérience de l'opérateur, l'expérience du client final se retrouve dans cette histoire de continuité. Et c'est sur ça que l'on mise du coup, et c'est là où les standards travaillent beaucoup. Encore une fois, on contribue aux standards du consortium 3GPP, dont certains opérateurs et constructeurs font partie. Il y a aussi le sujet du prix, parce que oui, il y a la question du test de qualité, mais il y a la question aussi à combien on va commercialiser ce nouveau type de service. Qu'est-ce que les consommateurs, finalement, sont prêts à payer pour avoir aussi cette résilience, cette continuité assurée à 100% dans le réseau? Ça, c'est aussi des choses que vous testez?
Oui, bien sûr. Déjà, comme on l'a dit, là, l'offre qu'on a commercialisée pour nos clients en France, on voit qu'il y a une grande appétence de nos clients, qu'ils ont ce besoin-là. On peut dire à peu près combien il faut débourser pour avoir ce service SOS. Pour l'instant, c'est l'usage, le cas d'usage, c'est un SOS. En fonction des services, les clients sont prêts ou pas à payer, et plus ou moins. Donc clairement, aujourd'hui, le service basique de message, c'est pas le service où les clients sont prêts à payer une somme exorbitante pour ça. Et plus on rajoute des services, donc déjà on leur assure une couverture et on répond à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est l'option, elle est gratuite d'ailleurs pour nos clients en France. D'accord. Et ça sera à quelques euros dans quelques mois. Ok. Voilà. Et donc, pardon, je vous ai coupé parce que je voulais avoir cette précision. Non, en fait, c'est que plus on enrichit avec des services, et c'est aussi pour répondre aux besoins de nos clients, et aussi en fonction des pays, parce que on l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis par exemple, on a des clients qui ont ce qu'on appelle les ARPU, en fait plus élevés, mais surtout on a des zones blanches beaucoup plus importantes. En France et en Europe, en fait, les zones blanches sont beaucoup plus faibles. Si on regarde, parce qu'Orange est aussi présent dans notre géographie, en Afrique par exemple, on a un peu plus de zones non couvertes, mais aussi on n'a pas forcément le même pouvoir d'achat. Donc toute l'histoire est de pouvoir adapter, travailler avec les meilleurs partenaires, proposer les meilleures offres et adapter à ce qui convient le plus à chacun de nos marchés. Mais qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveaux services grâce à ces connexions satellitaires ? On en a un aperçu par exemple sur l'automobile, dans l'agriculture, mais pour le consommateur lambda. C'est vraiment, on revient sur la question d'expérience, c'est-à-dire savoir qu'il y a une question d'assurance. Si demain le réseau, pour des raisons climatiques, pour des raisons physiques par exemple, il n'y a pas de réseau à un moment donné, on est de plus en plus connectés finalement. Donc cette idée d'avoir cette assurance, ce backup, en gros, qui rassure, qui se dit que on sera toujours juste à un coup de fil de ses proches, ça peut très bien rassurer. Et c'est aussi à l'étranger par exemple. Et on passe de la question d'itinérance à une question vraiment de mobilité. C'est-à-dire que on parlait de la transition entre cellulaire et 5G, cellulaire et Wi-Fi quand on rentre chez soi. Oui. Quand on passe maintenant la frontière, par exemple, il y a une coupure de réseau, par exemple d'Orange, pour passer sur le réseau de Belgacom, par exemple, Belgique. L'idée, c'est que justement le satellite puisse prendre le relais à ce niveau-là. Donc encore une fois, pas de coupure avant une connexion vraiment continue sur des cas très concrets de passage de frontières, par exemple. Ça, c'est la promesse, un réseau à toute épreuve, finalement. En fait, c'est surtout ça. C'est pas le satellite qui apportera de nouveaux services. Nous, on a des services de connectivité partout. Et par exemple, si on a parlé un tout petit peu de l'Afrique. En Afrique, on assure la connectivité, mais on a beaucoup plus de services. On a aujourd'hui des services dans le domaine financier, par exemple, comme Orange Money, etc. Et tout ça se repose sur une connectivité qui repose sur un réseau. Et l'objectif, c'est d'avoir une complémentarité de nos réseaux terrestres, sous-marins et satellitaires pour avoir cette continuité de connexion partout et cette fiabilité d'être sûr qu'on sera tout le temps connecté. Oui, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, il nous reste une minute, mais est-ce que ça répond aussi à cette transformation-là qui arrive de consommation importante de data en permanence ? Oui, et c'est la permanence, en fait, c'est vraiment l'idée de permanence, parce que si un robot n'a pas plus de connaissances et ne peut plus transmettre, par exemple, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qui lui permet d'opérer, ça peut être très problématique. Et donc la continuité, vraiment, et là on se base. Oui, non. Oui. Non, mais ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de toute façon de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés donc, sur cette transformation autour du satellite et du mobile. Guillaume Kempf, je rappelle que vous êtes le porte-parole français de Skylo Technologies, et Jessie Asma, responsable de la Satellite Factory au sein d'Orange International Networks. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.